Aujourd'hui, pour ma première vidéo, je me lance sur un sujet qui est quand même un peu délicat. Je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer comment fonctionne ce que je vais appeler, et je pense que mes mots sont relativement justes, l'un des plus puissants réseaux d'espionnage au monde. Ouais, rien que ça. Un réseau qui pompe tout sur vous, par le biais de votre smartphone, de votre Apple Watch, de votre ordinateur ou encore même de votre enceinte connectée. Un réseau qui aspire tout, qui pompe la moindre de vos interactions. Quand votre téléphone est dans votre poche et que vous vous rendez au bar, vous interagissez avec lui par le biais de votre déplacement. Quand vous avez plutôt tendance à cliquer sur des articles libéraux au détriment d'articles de gauche sur Google News, votre manière d'interagir est elle-même une interaction. Et quand vous envoyez sur Messenger un taux plus élevé qu'à l'habitude d'emojis tristes que d'emojis heureux, c'est également une forme d'interaction. On parle vraiment là d'un réseau d'espionnage qui aspire absolument tout ce que vous faites, et pire, la manière dont vous le faites. Et vous verrez que cet espionnage généralisé induit à une potentielle manipulation de masse qui met en danger l'ensemble de notre système démocratique. Ouais, tout notre système démocratique est en danger. Et ça se passe là devant nos yeux, tranquille, sans qu'on y fasse quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va parler d'un système d'espionnage global qui a été mis en place par les géants américains de la tech. Et franchement, vous allez voir que Google, Facebook et consorts n'ont strictement rien à envier à la NSA. Les mecs sont allés extrêmement loin. Mais avant de parler d'espionnage, il faut des données à espionner, des informations. Et ces derniers temps, beaucoup de polémiques s'enchaînent quand il s'agit des nôtres de données justement. On découvre des outils qui amènent à se poser de sérieuses questions quant à notre confidentialité, comme Google qui stocke l'ensemble de nos déplacements enregistrés par le biais de notre smartphone. Oui, alors mini parenthèse, regardez, si vous n'étiez pas au courant, vous pouvez accéder à l'historique de l'ensemble de vos positions si vous êtes sur Android. Vous pouvez voir sur Google, par exemple, exactement où vous étiez il y a, mettons, 2 ans, 17 jours et 3 heures. Votre smartphone enregistre chacun de vos déplacements et les transmet au serveur de Google. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. On commence aussi à flipper que les micros de nos ordinateurs ou de nos téléphones écoutent absolument tout ce qu'on dit. Il suffit de faire une simple recherche sur YouTube pour s'en rendre compte. Il y a plein de vidéos qui montrent des personnes qui essayent de démontrer qu'en effet Google écoute tout. Mais je vous arrête tout de suite, pour la majorité de ces vidéos, c'est soit des scams, soit il y a un facteur extérieur qui vient fausser complètement le test. J'ai pas trouvé de vidéo qui soit suffisamment solide pour dire que oui, en effet, nos micros sont des mouchards. Quoi qu'il en soit, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est mais alors, sommes-nous réellement espionnés? Et surtout, est-ce que d'une quelconque façon, ça nous met en danger? Pour bien comprendre déjà, ce qu'on fait sur Internet, renseigne ou dit, s'appelle nos données personnelles. Il y a les données brutes, comme par exemple indiquer sa date de naissance sur, mettons, Zalando, ou publier une story sur Snapchat. Il y a les données liées à notre activité effective, comme par exemple s'abonner à une chaîne, juste un exemple. Il y a aussi nos données de géolocalisation, qui sont émises, elles, le plus souvent par nos smartphones. Et il y a une dernière catégorie, plus mystérieuse, ce qu'on appelle l'activité silencieuse. Si vous cliquez régulièrement sur Facebook sur des liens vers des articles d'extrême droite, c'est une donnée relative à vous, parfaitement identifiée, qui va être stockée. Facebook n'en conclut pas que vous êtes d'extrême droite, mais Facebook affine la connaissance qu'il a de vous. La manière dont vous interagissez en ligne est parfaitement identifiée et stockée. Alors en France, malgré tout, pour nous protéger, on a la CNIL, qui est l'autorité de contrôle de nos données personnelles. Et plus récemment, l'Union européenne a mis en place ce que l'on appelle le RGPD, le Règlement général de la protection des données, pour unifier et renforcer le contrôle des données des citoyens européens. Mais malgré ça, la manière dont nous interagissons en ligne échappe en grande partie à toute autorité de régulation. Et ce qui en découle, c'est franchement grave. Alors pour commencer à en prendre conscience, le mieux c'est directement d'aller faire un tour sur la page Facebook où vous pouvez voir tout ce qui est officiellement stocké sur vous. Vous allez y retrouver énormément de trucs, c'en est flippant, hein, vraiment. Déjà, les trucs de base, vos mentions j'aime et vos réactions, le matériel avec lequel vous êtes allé sur Facebook, un iPhone, un Oculus et j'en passe. Par exemple ici, on voit que je me suis connecté avec un iPhone. Vous pourrez également voir votre fournisseur d'accès. Absolument tout est enregistré. Alors encore plus badant, vous pouvez voir l'ensemble des vidéos que vous avez regardées sur Facebook
depuis votre inscription. Je fais un petit script JavaScript pour compter le nombre de vidéos que j'ai regardées. Paf, 10 456. J'ai regardé sur Facebook 10 456 vidéos. Imaginez juste un instant ce qui va être capable d'extrapoler sur moi en se basant sur 10 456 vidéos que j'ai regardées. Mais ça va encore plus loin. Et là, on rentre vraiment dans notre activité silencieuse. Dans toutes ces informations sur vous, vous n'allez pas retrouver le temps ou l'attention, par exemple, que vous avez passé à ces 10 456 vidéos. Si j'ai regardé seulement un quart d'une vidéo parce que, mettons qu'elle m'a saoulé, c'est une information concernant mon activité qui en dit long sur moi, dont je sais qu'elle est stockée. Et ça change tout, parce qu'entre regarder 15 secondes d'une vidéo par curiosité ou les 10 minutes d'une autre parce que le sujet me captive, la conclusion n'est absolument pas la même. Et vous allez voir que quand on capte comme ça les données de milliards de personnes et qu'on les exploite à leur plein potentiel, alors c'est toute la société qui peut se retrouver complètement déstabilisée. Et ça a déjà commencé, et même bien commencé. Mais avant d'en arriver là, dans un premier temps, il faut collecter toute cette activité qui vous concerne. Et pour collecter tout ça, les grandes entreprises américaines ne manquent vraiment pas de talent. Google dispose d'un mouchard et ils ont créé un outil pour les propriétaires de sites web afin de leur permettre d'avoir toutes les statistiques sur leurs visiteurs. Et vous savez quoi? Il est utilisé par plus de la moitié des sites web dans le monde. La moitié des sites web dans le monde. Ça s'appelle Google Analytics. Et comme si ça ne suffisait pas, toujours plus, ils ont également créé l'une des régies publicitaires les plus importantes au monde. Du coup, une très grande partie des publicités que vous voyez sur Internet provient de la régie de Google. Et cette régie, ne se gêne pas pour vous mettre des cookies et collecter des informations sur votre façon d'interagir avec le site sur lequel vous êtes. Mais ne pensez pas que Google est le seul à redoubler de talent pour s'assurer de tout savoir de vous. Chez Facebook, ils sont aussi très forts, mais vraiment très forts. Quand j'ai écrit cette vidéo, je voulais vous parler du bouton j'aime ou des commentaires Facebook présents sur plein de sites web qui sont une véritable porte dérobée pour Facebook. Mais il y a un truc qui est sorti récemment qui est une bombe atomique. Un truc qui montre à quel point les mecs, quand il s'agit de récupérer nos données, ils sont prêts à tout. On atteint des niveaux d'ingénierie, c'est du délire. Allez, on se concentre une minute, je vous explique. L'un des points clés pour bien nous connaître, c'est de connaître l'ensemble de nos liens sociaux, tous les liens qui nous unissent. Pour y parvenir, l'une des méthodes de Facebook, parmi probablement des centaines d'autres, repose sur la stéganographie. La stéganographie, c'est le fait de planquer des infos dans une image. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. On peut par exemple injecter une information dans les métadonnées de l'image. Pour bien comprendre, une image est constituée d'une part de ses données d'entête, c'est-à-dire sa taille, son poids, sa date de création, etc. Et d'autre part d'une carte complète des pixels qui la constituent. Cacher une information dans les métadonnées de celle-ci signifie injecter une information invisible dans les données d'entête. Ou alors on peut par exemple dissimuler des infos en faisant varier les couleurs des pixels non perceptibles à l'œil nu. Les couleurs étant codées en RGB pour Red, Green, Blue, avec 255 variations de teintes par couleur, vous ne verrez aucune différence entre la couleur 172, 27, 68 et la couleur 172, 27, 69. C'est une méthode qui est utilisée par beaucoup d'organisations qui souhaitent faire transiter des informations en toute discrétion sur le web. Téléchargez une photo, injectez vos données dedans et réuploadez-la par exemple sur Pinterest. Personne n'y verra jamais rien. Seule la personne sachant où chercher et comment la décrypter sera en mesure de trouver l'information. Et bien la stéganographie, c'est ce qu'utilise Facebook pour placer, tenez-vous bien, des trackers dans toutes les photos qui sont partagées sur leur réseau. Toutes les photos, absolument toutes. Voilà comment ça marche. Charlie, qui aime bien partager des photos à l'humour débile, poste sur Facebook une photo. Là, Facebook pose un tracker invisible dans la photo, qu'on va appeler Tracker Charlie. Damien, qui est un ami de Charlie à l'humour également un peu débile, télécharge la photo postée par Charlie sur Facebook. Il l'envoie ensuite par message à son pote Lucas, qui lui n'est pas sur Facebook. Et il l'envoie également à son frère Clément. Ensuite, Lucas, qui est un anti-Facebook, mais qui affectionne particulièrement les trolls de Twitter, poste la photo sur Twitter. À partir de là, il faut savoir que tout comme Google, Facebook dispose de robots qui passent leur temps à scanner le web. Et en scannant le web, les robots de Facebook vont tomber sur la photo postée par Lucas sur Twitter, contenant le tracker Charlie. Il suffit alors que ça se reproduise plusieurs fois, et Facebook saura avec une quasi-certitude que Lucas
dont ces robots ont par ailleurs récupéré le nom sur Twitter, est un ami relativement proche de Charlie, par pas plus d'une relation. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, Lucas envoie par message la photo à son pote Antoine. La photo plaît également à Antoine et il décide de la poster sur Facebook. À ce moment-là, Facebook injecte un nouveau tracker, Tracker Antoine. Voit le tracker, Tracker Charlie, et alors même qu'il n'y a aucun lien Facebook entre Charlie et Antoine, Facebook commence à appréhender les liens sociaux qui les unissent. Et si cette action se répète plusieurs fois, alors le lien sera parfaitement établi. Répétez cette action sur des millions de photos virales et plus personne n'échappera aux yeux de Facebook. Tous nos liens sociaux se trouveront être parfaitement cartographiés. Alors, malgré cette démonstration que je viens de vous faire, il faut savoir qu'en réalité, on n'a aucune idée de tout ce qu'ils font pour s'assurer de connaître tous les liens sociaux qui nous unissent. Ça, c'est juste un exemple qui montre à quel point ils sont capables d'aller loin. Je sais que Facebook pose des trackers dans toutes les images qui passent par son réseau, pourtant, je ne peux pas savoir avec certitude ce qu'ils en font. Je sais que Google Analytics est présent sur un site sur 2 dans le monde, qu'il collecte les faits et gestes des visiteurs pour fournir des statistiques aux propriétaires des sites web. Pour autant, il m'est difficile d'affirmer avec certitude que Google se sert de ça pour mener des actions hors du champ Google Analytics. Mais malgré que je ne puisse rien affirmer avec certitude, franchement, ça va pas dans leur sens. Hier, je suis encore tombé sur un article dont le titre est « Google et Facebook tracent les visiteurs des sites pornographiques ». Grosso modo, ça raconte qu'une étude menée par des chercheurs de chez Microsoft a mis en avant que 93% des 22 484 sites qu'ils ont étudiés partagent des données avec des tiers, dont Google et Facebook. Voilà. Une fois que toutes ces données sont collectées, que tous les liens sociaux sont bien cartographiés, la question à se poser est comment les exploiter. Alors non, il n'y a pas un stagiaire chez Facebook qui analyse vos données et va faire un rapport à Zuckerberg, hein. Tout ça est évidemment automatisé. Et pour automatiser cette tâche, on fait appel à de l'intelligence artificielle, de la vraie intelligence artificielle. Pas celle présentée au 1945 sur la 6 par la dernière startup qui a ajouté les mots blockchain, intelligence artificielle et algorithme à sa définition pour faire beau. Et pas non plus celle de Terminator. Ah, c'est pas un bon exemple parce qu'elle est quand même lourde, hein, celle de Terminator. Dans notre cas, on parle d'une vraie IA, d'une IA bien balèze. Histoire de bien comprendre, l'intelligence artificielle dont on parle, c'est un algorithme à qui on donne des règles dans un cadre bien défini et ensuite à qui on donne une énorme quantité de données à manger. Cette IA, elle va apprendre par l'exemple. L'apprentissage par l'exemple, c'est la base de l'intelligence artificielle. C'est extrêmement efficace, mais ça peut aussi facilement déraper. On se souvient du bot Twitter lancé par Microsoft qui, après s'être fait troller pendant des heures, est devenu sexiste et raciste. Oui, l'IA apprend par l'exemple. Faites-lui écouter des centaines de messages émis par une horde de racistes. Il y a peu à parier qu'aux prochaines élections, elle vote pour Benoît Hamon, sous réserve qu'il se représente. En parlant de reconnaissance d'images d'ailleurs, l'IA qui traite les images chez Facebook, elle n'est pas mauvaise. Vous pouvez la tester en vous rendant sur Facebook avec Google Chrome, vous faites clic droit, inspecter, et là vous allez découvrir comment l'IA de Facebook traite les photos que vous uploadez. Par exemple, ici sur mon profil, on peut lire « L'image contient peut-être 3 personnes, personne debout, écran et intérieur ». Ouais, c'est exactement ça. L'IA a même été capable de reconnaître qu'on était dedans. Ou sur cette photo, l'image contient peut-être 6 personnes. Alors là, c'est vrai mais c'est pas vrai. Il s'est trompé, il a pris Woody et Jessie pour de vraies personnes. Difficile de lui en vouloir quand même. Pour finir, on va prendre celle-là aussi. Là, il me dit « L'image contient peut-être une personne ou plus, personne assise, océan, plein air, eau et nature ». Franchement, rien à dire, c'est balèze. Apple le fait aussi très bien d'ailleurs sur l'iPhone. Si vous avez, mettons, des photos de chiens dans votre téléphone, faites une recherche de chiens et il va vous les trouver. Là, on parle d'une IA de reconnaissance de contenu d'image. Mais pour le traitement des données, pour apprendre à vous connaître, c'est la même chose. Elle apprend par l'exemple. Le résultat, c'est que quand on stocke chaque jour cette masse d'informations sur moi qui échappe à mon contrôle, et ça pendant des années, et qu'on la donne à manger à une puissante intelligence artificielle pour traiter tout ça, la machine, elle finit au sens propre du terme par bien mieux me connaître que je me connais moi-même. Pour en prendre bien conscience, il suffit d'aller faire un tour sur la page Facebook de ses préférences publicitaires. Sur cette page, vous avez un onglet « Vos centres d'intérêt ». Regardez, moi il a identifié que j'aimais les jeux de simulation. J'ai liké aucune page en ce sens et pourtant c'est parfaitement vrai.
Il a aussi identifié que je faisais du JavaScript. Oui, je suis développeur et j'adore le JavaScript. Je vous l'ai montré tout à l'heure d'ailleurs, en comptant les vidéos. Et j'ai encore une fois rien liké en ce sens. On voit aussi espace et cosmologie. Ouais, c'est vrai, j'adore ça. Vos centres d'intérêt sont ce que Facebook connaît de vous. Il ne s'agit pas des pages que vous avez likées, c'est ce que Facebook a déterminé comme étant ce qui colle le mieux avec vous. Facebook a déterminé ce qu'on pourrait appeler un profil psychographique vous concernant. Et au final, quand cette IA est conçue par les meilleurs ingénieurs de la planète et qu'elle analyse et mange les données de milliards d'utilisateurs, alors elle arrive à un stade où elle est capable de prédire des choses déconcertantes vous concernant. Mais alors à quoi sert cette IA qui vous connaît mieux que vous-même? Tout d'abord, l'information devient polymorphe. Alors non, ça n'a rien à voir avec un énième Pokémon. Le polymorphisme, qui vient du grec poly qui signifie plusieurs et morphé qui signifie forme, veut dire que l'information affichée va changer en fonction de la personne qui la voit. Pour Facebook par exemple, le fil d'actualité ne va pas simplement regarder les pages que vous aimez, il va avant tout regarder qui vous êtes et ce qu'il connaît de vous. Résultat, ça donne un fil d'actualité qui adapte son contenu en fonction de ce que vous êtes le plus susceptible de regarder avec attention. Alors tout ça, ça finit par avoir un effet pervers. Ça crée ce qu'on appelle une bulle filtrante. Si par exemple vous êtes un complotiste et êtes convaincu qu'on n'a jamais marché sur la Lune, même si c'est complètement con, votre fil d'actualité va être constitué de contenus vous confortant émotionnellement, vous confortant dans votre pensée. Plutôt que de devoir faire appel à votre esprit critique, vous vous retrouverez alors arrosé de contenus, vraies ou fausses infos, provenant de groupes, de posts d'amis, de pages, peu importe, tant que ça colle avec vous. Et cette bulle filtrante, elle flingue complètement l'esprit critique, et ça, c'est grave, c'est même très grave. Donc première chose, Facebook vous rend accro à sa plateforme par le contenu qu'il vous propose. Mais là où les choses deviennent encore plus sérieuses, c'est qu'il encaisse des milliards de dollars grâce au savoir qu'il a acquis sur vous. Quoi de mieux que de tout savoir sur quelqu'un pour lui proposer la publicité parfaite? Quand on fait de la publicité en ligne, il y a deux clés fondamentales. La première, c'est la publicité elle-même. Ça, c'est le rôle de l'annonceur, faire en sorte que sa publicité attire l'attention et délivre le bon message. Et la deuxième, encore plus importante, c'est l'audience à qui est diffusé le message. Même si la publicité n'est pas au top du top, si elle est diffusée à la bonne personne, elle va bien souvent fonctionner. Mettons que vous cassez votre aspirateur et que dans l'heure qui suit, vous recevez une offre personnalisée de moins 30% sur les derniers aspirateurs Toshiba, alors que les autres ne sont pas en réduction et d'ailleurs ne vous ciblent pas. La chance que vous passiez à l'action est grande. Et c'est là que vos données sont exploitées à leur plein potentiel. L'IA des GAFA ayant une connaissance tellement profonde de vous-même, celle-ci est capable, avec des niveaux de certitude complètement ahurissants, de savoir que la publicité va avoir un impact sur vous. Pour bien comprendre la puissance de tout ça, je crois qu'un petit tour sur Facebook s'impose. Si vous vous amusez à créer une pub, vous allez déjà pouvoir cibler par pays, par âge, puis par sexe. Mais ce qui devient intéressant, c'est de cibler par comportement. Aux États-Unis, vous allez par exemple pouvoir cibler les personnes à l'orientation politique, soit conservatrice, soit modérée, soit progressiste. Grâce au RGPD, en France, c'est pas possible de le faire, du moins avec cette méthode-là. Vous allez pouvoir par contre, cette fois-ci en France, cibler les grands voyageurs ou ceux de retour de voyage il y a une semaine, ou encore même cibler les personnes utilisant un appareil mobile depuis plus de 25 mois. Des informations que vous n'avez jamais communiquées à Facebook, mais il est capable de déterminer tout ça sur vous. Mais encore une fois, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ils sont allés encore beaucoup plus loin. Les ingénieurs qui bossent là-bas, vous allez voir, c'est des oufs. Si vous faites de la publicité en ligne, vous connaissez alors probablement une fonctionnalité qu'on retrouve partout. Chez Google, chez Facebook et Instagram, mais aussi par exemple chez Pinterest. La fonctionnalité audience similaire. Cette fonctionnalité, c'est l'arme ultime. La puissance maximale de la collecte massive de données couplée à une intelligence artificielle de malade. Facebook va être capable de trouver un pourcentage de la population française ressemblant le plus aux critères que vous lui avez demandé. Par exemple, trouver les 3% de la population française qui ressemblent le plus à ceux qui ont regardé vos vidéos YouTube, ou les 5% de la population française qui ressemblent le plus à vos clients. Tout ça grâce à la profonde connaissance qu'il a de nous tous. Donc maintenant, mettons que je souhaite que l'extrême droite dirige la France. Je vous arrête tout de suite. Je ne le souhaite pas du tout. Mais mettons, pour l'exemple, que je souhaite que Marine Le Pen prenne le pouvoir.
Pour y parvenir, je vais déployer une double stratégie. Le premier pan de ma stratégie, ça va être d'inciter tous ceux dont je suis sûr qu'ils ne voteront jamais Le Pen à ne pas aller voter. Les faire voter pour l'extrême droite étant impossible, le mieux que je puisse faire, c'est faire en sorte qu'ils ne votent pas du tout. La seconde, inciter tous ceux qui potentiellement pourraient voter pour Le Pen, mais n'ont pas vraiment prévu de le faire, d'y aller. Donc première étape, je vais créer sur Facebook plusieurs audiences similaires pour pouvoir communiquer mes messages. Première audience que je vais devoir trouver, c'est les gens qui ne voteront jamais Le Pen. Pour ça, je vais créer une audience des 10% de la population qui ressemble le plus à ceux qui sont à fond derrière Macron. Pour faire simple, l'audience similaire que je vais créer se basera sur des groupes Facebook pro-Macron ou même directement sur sa page Facebook. Je répète le même processus pour Benoît Hamon, François Bayrou et mettons Mélenchon. Quoi qu'il y en a qui peuvent changer de bord chez Mélenchon. Me voilà donc avec une énorme liste de personnes qui, je sais, ne voteront jamais Le Pen. Maintenant, je me lance dans la création d'un max de vidéos prouvant que le système dans lequel nous vivons est complètement fucké. La démocratie n'existe pas. Nous vivons dans une putain d'oligarchie. N'allez surtout pas voter. Le vote, c'est de l'arnaque. Et ces vidéos, je vais les diffuser pendant toute la campagne présidentielle. Alors évidemment, ça a un coût. En France, sur Facebook, toucher le fil d'actualité de 1000 personnes coûte environ 6 €. Disons que mon audience d'anti-Le Pen contient 20 millions de personnes. Pour bien les atomiser de messages « n'allez pas voter », je vais leur diffuser 100 vidéos chacun. Le calcul est le suivant. 20 millions de personnes divisé par 1000, multiplié par 6 €, multiplié par 100 vidéos, j'ai donc besoin de 12 millions d'euros. Ça tombe bien, paraît-il que j'ai quelques amis russes qui ont de l'argent. Et pour augmenter l'efficacité de ces vidéos, je ne les publierai pas en mon nom. J'utiliserai bien sûr des comptes et des pages fake segmentés sur les 20 millions de personnes que je cible. Pour vraiment motiver les gens à ne pas aller voter, il faut la jouer fine. Mettons que dans mon segment, il y a des entrepreneurs. La première chose que je ferai, ce sera des vidéos d'entrepreneurs pour que le message soit bien attentivement écouté par cette cible-là. De plus, il faut savoir que l'opinion d'une personne se change beaucoup plus facilement quand il a la sensation de se le forger lui-même. Et oui, car votre ego n'est pas agressé quand vous regardez une vidéo en ligne. C'est pas comme un débat avec un ami. Bref, maintenant que ma propagande anti-vote est en place, passons à l'étape 2 de mon stratagème. Je dois trouver ceux qui potentiellement peuvent voter Le Pen, mais n'ont pas prévu de le faire. Pour ça, c'est relativement simple, vous allez voir. Je commence par répéter le même processus qu'auparavant en créant une audience similaire des 10% de la population française qui ressemble le plus aux fans de Marine Le Pen. Vu que Marine Le Pen a obtenu presque 11 millions de voix aux dernières élections présidentielles, ces 10% basés sur les 35 millions présents sur Facebook en France devraient pour la plupart être des électeurs de Marine. Ensuite, je reproduis la même chose en me basant par exemple sur Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, oui, je simplifie pour l'exemple en partant du postulat qu'une partie de ses électeurs peut basculer du côté obscur de la force. Une fois que j'ai ma liste d'électeurs de Le Pen et ma liste d'électeurs de Sarkozy, je soustrais l'audience de Sarkozy à celle de Le Pen. Inutile de faire de la propagande auprès de ceux qui de toute façon votent déjà Le Pen. Et puis comme avant, je vais créer un max de vidéos qui d'une part vont dédiaboliser l'extrême droite en montrant que Marine est la sauveuse. Et d'autre part, un max de vidéos crachant sur la droite actuelle. La droite est morte. Votez Marine. Marine. Marine, 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 Marine. En poussant un peu ces mécaniques, j'ai réussi à obtenir une audience de 5 millions de personnes à faire basculer du côté obscur. Là, je vais y aller comme un bourrin et diffuser 200 vidéos par personne. Coût approximatif de la diffusion, 8 millions d'euros. J'additionne le coût de mes deux opérations, 12 millions plus 8 millions. J'ajoute le coût de la création des comptes fake, de la production des vidéos. Allez, je vois très large, 2 millions d'euros supplémentaires. Et me voilà avec un joli devis de 22 millions d'euros pour lancer une campagne de propagande d'une extrême violence. Alors évidemment, j'ai simplifié ma démonstration, mais dans l'idée, c'est exactement comme ça que ça se passe. Peut-être que tout ça vous paraît utopique, malheureusement ça ne l'est pas du tout, et ça s'est produit lors de l'élection d'un certain Donald Trump. Et imaginons maintenant que je veuille déstabiliser le pouvoir en place. Est-ce que ça serait réellement compliqué de monter une grosse opération sur les réseaux sociaux ciblant les populistes avec, mettons par exemple comme emblème, un gilet jaune? À l'avenir, faites extrêmement attention au contenu que vous consommez. Remettez tout le temps en question et par
pitié, faites usage au maximum de votre esprit critique. Le contenu que vous voyez peut être allègrement manipulé. Ne prenez rien pour argent comptant et cessez de construire des raisonnements basés sur l'émotion. Cherchez, informez-vous et cultivez constamment votre sens du scepticisme. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est probablement votre meilleur atout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était ma toute première, donc je demanderai votre indulgence parce que je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire évidemment. Je vous prépare d'ailleurs une série de vidéos pour vous montrer la face cachée de l'internet, donc si ça vous a plu, abonnez-vous parce qu'au moment où j'enregistre tout ça, mon nombre d'abonnés, mon compteur, il est à 0 sur 0. Ça n'a pas cherché bien loin, donc voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.